régie le veut bien. J'ai préparé un petit film, enfin non, la régie a préparé un petit film. Didier nous a préparé un petit film pour nous expliquer un petit peu quelle valeur peut avoir le temps dans certaines circonstances. Mais je crois... The final, the men's 100 metres butterfly and an absolutely packed stadium watching an average start. He's got enough energy for this race, Andy. He's got to get a big turn here, but Cavic is taking it to him. Well, very, very tight indeed, and Phelps hasn't got the greatest turn either. Now Phelps does come do this from this space. Michael Phelps is coming back in 5. Is he going to get the touch? No, he's not. Oh, no! He's got it! Oh, he's got it! Oh, the finish. Here we go. Look, Cavic is in. I'm not sure what's happened here, you know. He's not in yet. No, he's not. No, he's not. Look, look, look. You are kidding me. Look. You are kidding me. They've just shown that on the big screen. That was just gone to the crowd. Oh, my word. Oh, how much does it make? Oh! 1/100th of a second. Phelps is the Olympic champion on the 100 fly. Cavic gets the silver. La question est la suivante. Combien vaut ce centième de seconde? Alors, je pense que pour ces sportifs, ou du moins pour l'un d'entre eux, ça vaut de l'or. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, à Aix ces jours-ci, même un centième de seconde, ma foi, ça vaut beaucoup moins. Alors, si on prend la réponse classique des financiers, elle est quasiment toute prête, puisque le taux d'intérêt est par définition le prix relatif intertemporel. Donc, dans la pratique, toute durée inférieure à un jour vaut 0, il n'y a pas de taux d'intérêt. Et au-delà de la journée, chaque durée a son prix, son taux d'intérêt. Alors, qui dépend bien sûr aussi de l'inflation, des primes de risque diverses et variées, mais bon, il y a un prix. Vous avez aussi dans le monde financier ce qu'on appelle la valeur temps des options, le θ, qui nous indique de combien le prix de l'option va varier quand le temps passe. Donc, ce sont des mesures, ce sont des prix du temps. Mais ces visions du prix du temps sont extrêmement réductrices. Alors, elles sont extrêmement réductrices pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que la valeur attribuée au temps, et non pas au temps lui-même, comme Étienne Klein nous l'a fait remarquer, la valeur attribuée au temps a une dimension subjective, et donc, comme toute dimension subjective, c'est difficilement mesurable. Ensuite, cette valeur varie selon l'activité. Une heure de sommeil a-t-elle la même valeur qu'une heure de travail ou une heure de vie familiale? C'est un peu comme en physique d'ailleurs. 1 kilo de plomb, 1 kilo de plume, on a l'impression que c'est la même chose, mais ça n'a pas la même valeur. Alors, en économie, de façon très classique, le prix dépend de la valeur travail. Malheureusement, on ne fabrique pas le temps, donc c'est assez difficile d'utiliser ce concept comme référentiel pour en déterminer le prix. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va approximer le temps, le prix du temps, par les taux d'intérêt, en justifiant l'existence de taux d'intérêt positifs, alors réels évidemment, en fonction de la préférence pour le présent des agents, c'est-à-dire leur impatience. Et oui, l'impatience a l'air d'augmenter dans certains pays développés. Et en utilisant aussi le concept de préférence pour la liquidité, au sens keynésien pour ceux qui veulent des détails. Là encore, ces préférences sont des concepts difficilement mesurables objectivement, même si des progrès ont été faits grâce à la finance et à l'économie expérimentale ou comportementale. Je pense que M. Scheffrin nous en parlera. Donc finalement, ce lien entre valeur et prix, pour le temps, c'est un concept assez élastique. Enfin, le temps dans l'analyse économique est multidimensionnel puisqu'il va être pris en compte comme des dates de flux par exemple, il va être pris en compte en termes de durée, il va être pris en compte en termes d'âge, on va prendre en compte la dérivée première chez M. Klein, la vitesse, et puis le temps c'est aussi un bien individuel mais c'est aussi un bien collectif, et puis finalement le temps, si on en croit le droit canonique, n'appartient à personne, alors bon, ça devient un peu compliqué. Alors, une autre grande difficulté vient de l'hétérogénéité des horizons temporels des différents agents économiques. Je crois que là, c'est le sujet de prédilection de M. Camus. Vous avez le temps électoral, le temps politique ou le temps de l'action publique, comme nous dirait M. Gallois. Vous avez l'espérance de vie d'un ménage et vous avez des horizons beaucoup plus longs pour les entreprises, a priori. Mais finalement, les horizons sont extrêmement courts en finance et en comptabilité. C'est qu'on fait des transactions en nanosecondes
et que la comptabilité se fait maintenant en valeur de marché. Donc là-dedans, on va retrouver, c'est-à-dire avec une dimension d'immédiat, combien ça vaut maintenant. Alors, on va retrouver ici le rôle crucial rempli par les taux d'intérêt, en particulier les taux longs, dont on se sert peut-être souvent à tort, comme dans les facteurs d'actualisation, pour évaluer les différents projets. Alors, les taux d'intérêt à long terme sont a priori des taux de marché, et quand on les accepte pour mesurer le prix du temps long, ça veut dire qu'on accepte le principe d'efficience des marchés financiers. Et là, on sait que ce principe a été largement remis en cause. Mais en plus, ces dernières années, les banques centrales européennes, américaines, ont adopté ce qu'on a appelé des politiques monétaires non conventionnelles, et dont l'une des conséquences est un niveau extrêmement faible des taux d'intérêt à long terme. Je crois que ce sera le sujet de M. Lombard. Alors évidemment, dans ce cas-là, quand vous regardez des projets à très long terme, vous faites varier un tout petit peu le taux d'intérêt et le résultat en valeur de marché est totalement différent. Donc le véritable problème, en fait, va venir du système comptable qui est utilisé, surtout dans le secteur de l'assurance vie et des fonds de pension, puisque vous avez ces sociétés-là qui s'engagent à verser des flux à des échéances qui sont extrêmement éloignées. À l'actif, ces sociétés sont censées détenir des titres pour une durée très très longue, mais la comptabilisation en valeur de marché ou de modèle introduit des contraintes de court terme qui conduisent à des stratégies temporellement incohérentes. Alors vous rajoutez là-dessus un système fiscal qui n'encourage pas la détention effective des titres risqués à long terme, et il est inévitable que le financement des projets d'avenir pose problème. Alors, dans un tel contexte, on comprend que les fonds souverains ont une supériorité dans la détermination de leur stratégie. Je crois que le fonds Adia ne publie ses rendements moyens que sur 20 ans, donc ils sont totalement dégagés de cette contrainte. Alors, bref, alors que les économistes vont accorder une place croissante au temps et s'accordent sur la nécessité d'intégrer et d'allonger les horizons dans toutes les analyses avantages-coûts, paradoxalement, on constate que les acteurs des pays développés ont des comportements de plus en plus court-termistes et de plus en plus impatients. Et là, je crois que peut-être les pays en voie de développement ou en développement ou émergents, vous appelez comme vous voulez, ont quelques leçons à nous donner. Je suis sûr que M. Van Gaal nous dira quelque chose là-dessus. Voilà, je vous remercie. Bonjour, Madame, Monsieur, and I thank Les Écoles des Économistes for inviting me to participate in this very interesting and exciting conference. I have 2 points to make this afternoon. First, our psychology leads us to suffer from specific illusions. And second, illusions of time, temporal illusions, can lead economic systems to experience financial instability. So illusions. I have a slide I hope might pop up. Oh, we need to go back one. All right. So this is the famous arch in the American city of St. Louis. I note founded by the French explorer La Salle. And let me just ask you to think about this question. In your mind, can you estimate the ratio of the height of this arch to its width? And so most people think that the St. Louis Arch is much higher than it is wide. But if you actually look at the figures, it's as tall as it is wide. And for most of us who think that, including me, that our minds tell us that the arch is higher than it's wide, we suffer from an optical illusion. So let me switch in terms of types of illusions and talk about time. I don't know how many of you have been in
in a situation where you've been in a car, in an automobile, and you're about to have an accident. You know you're going to have an accident, and it feels like time just slows down. So it turns out that some experimenters were interested in the question of whether in our minds time really does slow down. Do we move into slow motion the way it appears in film? And they did this experiment where they put people into a situation of stress, usually it's periods of stress that induce us to feel that we're moving into slow motion. And they dropped people from great heights, asking them to do tasks that if they really were in slow motion mode mentally, they would be able to perform. And learned that if you're in a situation of stress and you feel as if you're in slow motion, actually it's nothing more than an illusion. Your mind operates in the same way in a stressful condition than when you're normal. Why is this important for the issues that we're talking about in this conference? Why is it important for the question of how to price time? What is the price of time? The price of time is how much we're willing to be compensated for delaying certain situations and how much we're willing to pay for immediacy. When we suffer the illusions of time, the price of time changes. The illusions of time lead us to undervalue the distant future and to overvalue the immediate time, immediacy. So, I don't know how many of you are familiar with the name Hyman Minsky. Hyman Minsky, to my mind, was the most underrated economist of the 20th century. Hyman Minsky had more important insights into what creates financial instability in markets than any other economist of the century, if you ask me. And we have paid very little attention to what he actually said. His name resurfaced during the Thai Asian currency crisis of the late 90s and resurfaced again after the financial crisis erupted, but we still haven't looked closely at what he told us. So what did he tell us, and how do temporal illusions associated with time, factor in to what he said? He said basically that the root of financial instability has to do with what type of debt financing we use. He cautioned about a type of financing he called Ponzi finance. What is Ponzi finance? If you have an asset where you need to borrow in order to finance the asset, if the interest rate on the debt cannot be covered by the cash flows from the asset, and if in addition the principal to be repaid on the debt cannot be covered by the cash flows from the asset, you're dealing with a situation of Ponzi finance, because the debt will only make sense if the asset appreciates. So when the economy starts to heat up and assets move into an expansionary, accelerating phase where we think a bubble is erupting, typically Ponzi finance becomes very popular. You have to only think about how houses were priced in the US when housing prices were taking off. The thing about Ponzi finance is that it generates a feedback loop. The more you use it to finance an asset, the higher the asset price goes up for a while, until effectively the bubble will burst. The thing about time is that when you're dealing with Ponzi finance, those involved are under the illusion there's enough time for the asset to appreciate where the debt will be made good, where you won't have to worry about default. So we underestimate, because of the illusion of time, we underestimate how much time we have to generate that capital appreciation. And as a result, we move into situations where we use a lot of short-term borrowing that needs to be rolled over in order to
keep this asset alive and stop the defaults from happening. If you know anything about what's happening to the shadow financial system in China now, shadow financial system in China is 70% of its GDP, and it's growing, and they are generating the same kind of phenomena that Minsky worried about. They are generating it big time. I'm sure Hyman Minsky would tell us it's not going to be too long before we have a huge financial crisis in China that's going to spill over and affect the rest of the global system. But that's another story. The illusion of time is that we think we have enough time to gamble and have us not have to pay the consequences, and we hold that illusion until we discover it's an illusion. Thank you for your kind attention. Oui, merci. Je crois que toute la difficulté repose sur le fait que le temps est une notion assez difficile à cerner et que finalement chacun a un peu son temps. Je crois que tout à l'heure, Étienne Klein a dû expliquer que les physiciens, en tout cas j'espère qu'il l'a expliqué, moi je n'ai pas pu assister à son exposé pour une sombre histoire de désynchronisation entre deux TGV. Donc encore un problème de temps d'ailleurs. Bon. Et donc, il a dû expliquer qu'il y a longtemps que les physiciens avaient abandonné le concept de temps absolu, universel, mais je crois que c'est pareil dans l'économie et dans la finance. On est confronté à une diversité de l'appréciation du temps par les différents acteurs. Et je pense que le temps, comme le dit Kant, qui le définit très bien, est une notion intuitive et subjective. Et tout est dit quand on dit que c'est intuitif et subjectif, parce que chacun des acteurs va avoir une approche très différente. Alors pour essayer de domestiquer cette complexité, qu'est-ce qui s'est passé ? Les différents acteurs socio-économiques, financiers se sont dotés d'outils en général à base mathématique, qui ont fleuri au cours des dernières années, et sont apparues tout un tas de notions. On a commencé par les taux de rentabilité, mais on a fait, comme l'a expliqué Mme Lubachevsky tout à l'heure, on a inventé des deltas, des θ, des bêta, etc., enfin tout un tas de choses autour de ces notions, toutes cherchant à cerner mieux la façon d'apprécier le temps, d'avoir un modèle du temps, de l'échange de temps sur les marchés financiers. Il y a tout un tas d'autres sujets sur la valeur du temps en tant que travail. Ça, c'est un autre problème que je n'aborderai pas dans cet exposé-là, en tout cas. Alors, le problème avec tous ces modèles mathématiques, c'est qu'ils se sont révélés extrêmement instables. Et d'une façon générale, le problème de la question du prix du temps est marqué par l'instabilité des mesures qui sont faites et l'instabilité des acteurs qui les utilisent. Alors pourquoi d'abord tous ces modèles mathématiques ont abouti à une instabilité notoire en matière d'évaluation du prix du temps, qui fait qu'on a du mal à définir ce que c'est le prix de ce temps? Mais tout simplement, et là je rejoins l'exposé de mon prédécesseur, c'est que en réalité les modèles sont devenus tellement perfectionnés, tellement puissants, les modèles mathématiques je parle, la finance quantitative. Elle est devenue tellement universelle que les mêmes modèles sont appliqués partout, que ce soit à Paris, Londres, Tokyo, Shanghai, etc. Et que finalement, le modèle dominant modèle le marché, et tout le monde est content parce qu'on retrouve sur le marché ce qu'on avait imaginé dans le modèle. Et donc cette espèce d'interaction entre le modèle lui-même et le marché rassure tout le monde. Oui, sauf que à un moment donné arrive un événement non prévu par le modèle, et puis tout s'écroule en même temps, brutalement, parce qu'effectivement, on est dans un schéma de pyramide de Ponzi, où il faut pas être le dernier à sortir pour pouvoir gagner de l'argent. Donc ces modèles-là sont très instables, et il y a des gros progrès à faire, et donc j'incite en tout cas les étudiants qui sont ici à être très prudents dans l'utilisation de ces modèles. Je voudrais d'ailleurs citer, j'avais au moment de la crise de 2008 demandé à l'un des grands universitaires
de la finance quantitative, qu'est-ce qu'il pensait de cette crise. Et il m'avait expliqué, c'est très simple, nous, nos modèles sont exacts, sont parfaitement bons. Par contre, la façon dont on les utilise, ce n'est pas notre responsabilité. Bon, j'avais trouvé que la réponse était un peu courte, donc il y a du boulot encore à faire. Deuxième facteur d'instabilité qui fait qu'on a du mal à échanger du temps et à mettre un prix sur le temps, c'est la désynchronisation. Alors là, effectivement, on a une formidable désynchronisation des horloges et le temps, par exemple, des acteurs financiers, comme vous le savez, peut être modulé à l'infini. On en parlait tout à l'heure dans une autre session sur l'influence, l'importance du trading haute fréquence. Quand on en est à la milliseconde, voire aujourd'hui à moins de la milliseconde, on peut se demander si ça a un réel rapport avec le financement des entreprises. Ça n'en a évidemment aucun. Et pour aller tout de suite à l'essentiel sur ce sujet-là, en général, tous les instruments qui ont été développés sont expliqués et sont valorisés, en tout cas sont supportés par leurs promoteurs en disant mais tout ceci améliore la liquidité des marchés, donc c'est bien pour le long terme, c'est bien pour les investisseurs, c'est bien pour les entreprises. Je ne me permettrai pas de donner le point de vue des investisseurs, je donnerai le point de vue des entreprises. Oui, peut-être, mais si ça accroît tellement la volatilité comme on l'a vu, avoir une ressource liquide mais très volatile, donc très coûteuse, merci, non, ça ne nous intéresse pas. Donc, la volatilité s'accroît et donc ça nous rend plus difficile le financement. Le deuxième point qu'on rencontre dans cette désynchronisation entre les entreprises et les marchés financiers, c'est la question du dialogue en fait, que ces actionnaires et ces investisseurs. Là, on a de la même façon une assez grande désynchronisation. Je vais prendre un tout petit exemple. Le vote des actionnaires aux assemblées générales. Qui a le droit de voter ? Est-ce que c'est celui qui détenait l'action à un moment donné ou est-ce que c'est celui qui le détient le jour de l'Assemblée générale ? Il faut savoir qu'il y a plusieurs systèmes coexistants et que dans les systèmes actuels, on peut très bien voter 2 fois à une Assemblée générale en se débrouillant bien, avec la même action. Donc, et en la détenant, bien entendu, que quelques jours, voire quelques heures, voire quelques minutes. Donc, il y a un vrai problème de synchronisation. Les États non plus, on pourrait espérer que les États apporteraient quelque chose. Le problème, c'est que les États ont un temps également différent, qui fait que l'échange entre le temps des États et le temps des entreprises et le temps des acteurs d'une façon générale est compliqué. Prenons le temps fiscal. Alors là, on a un temps qui est annuel avec les questions budgétaires, mais on peut avoir un temps plus petit que l'année, ça conduit à une certaine instabilité. On peut même avoir un temps rétroactif, car les administrations fiscales ont inventé quand même, sont les seules à avoir inventé la machine à remonter le temps. Ce qui pose un problème, bien entendu, c'est parce que ça interdit assez largement de prendre en compte sur le long terme les paramètres fiscaux de façon certaine, et ça accroît la difficulté de bien mesurer son temps et d'attribuer un prix au temps. Je citerai en France, par exemple, le cycle bien connu, qui va très faire plaisir à Louis Gallois, que j'appelle le cycle à 4 temps. Augmentation des prélèvements obligatoires, mise en place de crédits d'impôt atténuateurs, dénonciation de la niche fiscale ainsi créée par ce crédit d'impôt, suppression du dit crédit d'impôt. Retour au début du cycle. Bon, alors, je crois que le troisième facteur d'instabilité, c'est le fait qu'on a utilisé de façon tout à fait excessive les questions de taux de rentabilité, notamment, et je ne vais pas développer ce point comme l'a expliqué le professeur avant moi, l'effet de levier a fait des ravages dans les entreprises, on le sait bien. La norme de 20% de taux de rentabilité qui était affichée, exigée, était difficilement atteignable assez souvent. On essaye de l'atteindre en s'endettant. Ça a conduit à un effet de levier excessif qui a conduit à des catastrophes. Le système est bien connu. Alors, y a-t-il une façon de s'en sortir ? Je m'arrête en 10 secondes. Voilà, y a-t-il une façon de s'en sortir ? Moi, je voudrais simplement donner 3-4 idées. Premièrement... Ah non. Non, 3-4 idées.
le problème de la qualité des modèles, j'en parlais tout à l'heure, pour moi c'est un élément essentiel. La façon, les outils qui sont développés pour mesurer le prix du temps sont à perfectionner, sont à rendre beaucoup plus sophistiqués. On est loin d'avoir la qualité nécessaire. Premier point. Et ça va évidemment de pair avec la régulation nécessaire pour la mise en place de ces modèles. Deuxièmement, resynchroniser les horloges. Est-ce que les États peuvent le faire? Ma réponse est non. Je ne crois pas que les États soient aujourd'hui un État aient la possibilité de resynchroniser les horloges entre les différents acteurs. Est-ce que les investisseurs peuvent le faire? Oui, il y a des investisseurs à long terme. On en parlera avec les fonds souverains. Il y a d'autres investisseurs à long terme, les fonds de pension, les caisses de retraite. Tout ceci, les fonds de private equity sont des investisseurs à long terme. Là, ils ont un rôle à jouer. Enfin, il y a une question, à mon avis, culturelle qui existe, qui est effectivement de favoriser les investissements à long terme, l'entreprise, l'innovation, le développement, mais là, ça nous entraînerait trop loin, certainement. Je vais vous parler du temps de l'action publique. Pardon, du temps de l'action publique. J'avais indiqué que je parlerais du temps de l'action publique, et c'est un peu différent. C'est le prix politique du temps. Ma thèse est simple. L'État a de plus en plus de mal à gérer le temps. Le temps court de la mise en œuvre de l'action, de l'urgence, et le temps long du projet, des résultats. Et comme je crois à l'action publique, je voudrais avec vous partager quelques idées. D'abord, l'action de l'État n'arrive pas à s'ajuster à l'accélération qui résulte de la mondialisation, du numérique et de l'impatience grandissante des opinions publiques. Nous sommes englués dans des procédures, le plus souvent d'ailleurs mises en série, sans que personne n'ait une vision d'ensemble de la longueur du processus, qui n'est pas géré. Que ce soit les règles d'urbanisme, les soutiens publics à l'innovation ou autres, les investissements d'avenir dont j'ai la charge n'échappent pas à cela. L'Europe n'est pas meilleure, ou je dirais même, elle est peut-être pire. J'en juge par les programmes, la lenteur de mise en œuvre des programmes qu'elle décide. Clean Sky, 3 ans entre la décision et le premier euro dépensé. Nous sommes, je caricature, dans un processus totalement inadapté au monde dans lequel nous agissons. Cela suscite l'incompréhension des acteurs économiques et le sentiment que l'urgence n'est pas reconnue et n'est pas partagée. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Le président de la République française a évoqué le choc de simplification. Ça ne peut pas être une mesure technique. C'est un acte politique qui doit être majeur. Il s'agit de changer la manière dont l'État agit. C'est une question décisive, à la fois vitesse et stabilité et visibilité. C'est à cette condition que l'action publique recommencera à créer de la confiance. Je crois que c'est essentiel. Encore une fois, ce n'est pas une mesure technique, c'est un programme politique de première importance. À l'autre bout, l'État a du mal à insérer son action dans la durée. Pression de l'opinion publique pour du neuf, relayée, amplifiée par la pression médiatique, les échéances démocratiques qui se succèdent à un rythme soutenu et qui font que l'horizon des hommes politiques est court, les changements de majorité, il y a eu quelques belles exceptions avec de la stabilité, les investissements d'avenir créés par Sarkozy, continués, et peut-être d'ailleurs repris de la semaine prochaine, les pôles de compétitivité, le crédit d'impôt recherche, tout ça a été maintenu. Mais le taux d'actualisation politique est très élevé. Et nous le sentons bien, chaque fois, on a le sentiment qu'une vague efface les effets de la vague précédente. Pourtant, la durée est nécessaire, je crois que nous en sommes tous convaincus. Pour l'appropriation, le système de retraite par points a été mis en place en Suède, après 5 ans de concertation, organisée, prévue,
il faut aussi tenir compte du temps pour obtenir des résultats. On m'interroge sans arrêt pour savoir si les investissements d'avenir ont un impact. Je dis, vous verrez ça dans 3, 4, 5, 7 ans, 10 ans. Il n'y a pas d'effet immédiat. Le pacte de compétitivité. On dit, mais alors, attends, est-ce que la compétitivité s'est améliorée depuis qu'on a décidé le pacte le 6 novembre? Évidemment, non. Nous sommes dans le domaine du temps long. Je me tue à répéter que l'agenda 2020 de Schröder, c'est 10 ans de politique menée par 3 majorités et 2 chanceliers de bords différents avec constance. C'est ça la force de l'agenda 2010. C'est 10 ans de continuité politique. On sera-nous capables en France? Je crois qu'il y a 3 ou 4 éléments qui sont nécessaires. D'abord, il faut décrire le futur souhaité. Il faut que les citoyens auxquels on demande des efforts sachent vers quoi on les entraîne, on les emmène, quels effets bénéfiques leurs efforts vont pouvoir créer. Il faut se projeter dans le long terme. Deuxièmement, la transparence, l'explication, le débat, pour éviter la cristallisation des malentendus, qui est c'est un processus constant, la cristallisation des malentendus. Il faut constamment revenir dessus. Troisièmement, il faut faire preuve de persévérance. C'est-à-dire, il faut que le politique soit capable d'encaisser le fait que ce sont d'abord les effets négatifs qui se produisent avant les effets positifs. Je vous rappelle que Schröder a été mis dehors 1 an après l'adoption de l'agenda 2010. Et ça, c'est extrêmement difficile, mais c'est la condition indispensable. La persévérance. Et enfin, le plus dur en France, c'est la création d'un consensus minimum pour gérer le temps. Je ne suis certainement pas contre le débat. Le débat démocratique est nécessaire. Mais peut-on créer un consensus minimum sur certains sujets pour avancer? On a été capable de le faire en France, sur la politique étrangère, sur la défense, sur la force de dissuasion. Ce sont des sujets sur lesquels il y a eu un consensus pendant des années. Je pourrais dire sur le nucléaire, 30 ans de consensus. Et c'est sur ces domaines que l'on voit bien qu'on a avancé. Cela dépend certainement des forces politiques et sociales. J'ai été pour ça que je considère comme historique l'accord national interprofessionnel du 11 janvier dernier. Non pas tellement pour son contenu, qui est important, mais par le fait que des organisations patronales et syndicales se sont engagées. J'ai bien vu qu'il me restait 2 minutes. Je crois que c'est absolument essentiel. Consensus sur ce qui est bon pour l'entreprise en particulier. La force de l'Allemagne, c'est qu'il y a un consensus sur ce qui est bon sur l'entreprise. Ensuite, on se bat pour partager les fruits de la croissance, les fruits du développement, les fruits de la création de richesse dans l'entreprise. Mais il y a consensus sur la création de richesse. Peut-on avoir consensus, un minimum de consensus sur la réforme des retraites? Mais pourquoi pas? Nous avons un diagnostic qui maintenant est accepté par tout le monde. Le Conseil d'orientation des retraites a fait dans ce domaine-là, fait faire des progrès considérables. Comment n'est-il pas possible de dégager un consensus minimum sur la réforme des retraites, qui est une réforme structurante pour nous? Peut-on avoir un consensus sur, plus globalement, la réforme du système de sécurité sociale? Peut-on avoir un consensus sur les étapes de modernisation du marché du travail? Peut-on avoir un consensus sur la compétitivité? Je pense qu'on n'en est pas loin. Moi, je ne suis pas du tout désespéré. Mais il faut pour cela que les forces, les organisations politiques et sociales fassent leur propre révolution. Non pas pour disparaître, non pas pour renoncer au débat, mais pour que ce consensus sur un certain nombre de sujets permette au pays d'avancer. Je crois que c'est décisif. Le gouvernement doit le rechercher par le dialogue, la transparence, la vision, et les forces politiques et sociales doivent accepter de reconnaître que sur certains sujets,
on ne peut avancer que si elles sont capables de dégager un minimum de consensus. Merci. Merci Loïc Deloire. Merci de cette brillante intervention. Et puisque nous sommes à mi-parcours à peu près de cette session, je m'autorise une petite question. Est-ce qu'il y a dans cette lenteur française une exception? Par exemple, Guillaume Poitrinal, qui a longtemps été jusqu'au mois de mai dernier le PDG de Unibail Rodamco, avait coutume de dire que pour livrer un centre commercial ou une tour en France, il faut 10 à 15 ans, qu'il faut 2 fois moins de temps dans le reste de l'Europe, il faut 3 fois moins de temps aux États-Unis et 5 fois moins de temps en Chine. Est-ce que le fait qu'en France, on perde du temps avant la prise de décision, mais après, est-ce que c'est une exception française? Voilà, est-ce que c'est véritablement une exception française? J'ai plus de micro. Il y a deux manières de regarder les choses. Quand les Suédois mettent 5 ans à élaborer leur réforme de retraite et changent complètement leur système de retraite pour mettre un système en par points, ils n'ont pas perdu de temps. Ils ont mis 5 ans. Mais quand nous... Moi, ce matin, j'étais avec une autre casquette. Pour installer des sanitaires corrects, il faut 3 mois de procédure dans un bâtiment public. 3 mois de procédure. Alors qu'il y a une urgence absolue. Bon. Et je pense que nous avons à faire des progrès. Ne croyez pas que nous soyons les seuls. Quand je vois la lenteur des procédures bruxelloises, je dois dire quand même que nous avons exporté ça. J'ai essayé de faire quelques réflexions sur la question qui a été posée par le professeur qui m'a posée, ce qui était: y a-t-il un lien entre le prix du temps et le rôle intergénérationnel des fonds? Parce que le problème des fonds souverains, ce n'est pas un problème spécifique. C'est le problème de tous les fonds qui investissent pour le long terme. On en a fait des catégories spéciales un petit peu, mais je crois que la problématique à laquelle nous sommes confrontés est quelque chose de très classique. Alors, ce que je voudrais vous proposer ce soir, c'est de vous présenter quelques remarques personnelles qui sont essentiellement pratiques, basées un peu sur une expérience de ce qui s'est passé dans le fonds pour lequel je travaille, et qui sont donc très largement subjectives. Je voudrais les articuler autour de quelques questions. Donc, la première de ces questions est d'essayer de voir s'il y a un lien direct entre le prix du temps et les objectifs des fonds investissant à long terme. Et globalement, je vais répondre que la question est certainement négative, puisque lorsque vous fixez l'objectif d'un fonds, vous fixez, si c'est un cas d'une retraite personnelle, d'un fonds de pension à bénéfice défini, vous fixez un montant à accumuler au bout d'un certain temps, et ce montant est indépendant du prix du temps. La façon dont vous allez l'atteindre va être peut-être une fonction du prix du temps, mais certainement pas la définition. Si vous êtes un fonds d'un pays exportateur qui reçoit un pourcentage fixe des exportations de matières premières, comme c'est le cas dans certains pays, votre objectif, il est d'investir ces fonds, quel que soit le prix du temps. Donc, je crois qu'au niveau du lien entre le prix du temps et les objectifs, il est assez difficile de voir un lien très faible. Vous avez d'autres fonds qui essayent et là on revient sur le problème des modèles que M. Camus a évoqué, dont la contrainte principale est le risque. Et donc le risque est mesuré par des modèles, ça peut être un risque quel que soit l'horizon sur lequel on le calcule. C'est quelque chose qui est indépendant du prix du temps, où les trustees ou le board va dire « nous ne voulons pas avoir une politique d'investissement qui risque de perdre plus que X% avec une probabilité de 95% qui, bien entendu, n'est jamais respectée lorsque la crise vient. » Enfin, il y a une dernière remarque pratique qui est de dire que simplement l'expérience montre que les grandes accumulations de fonds viennent au mauvais moment, c'est-à-dire quand la valeur des actifs est élevée, le prix du temps est bas. La deuxième question suggérée, c'est: est-ce qu'il y a un lien entre le prix du temps et l'horizon d'investissement? Et je crois que ça pose une question quand même un peu théorique,
puisque, comme vous savez, notamment au niveau de l'université, il y a toujours des débats pour savoir si un investissement long est un investissement spécifique ou s'il est une série d'investissements courts. Au niveau pas très sophistiqué, j'allais dire, du débat, professeur Samuelson avait montré que sous certaines conditions, l'équilibre entre l'actif sans risque et l'actif à risque est le même que l'on considère un horizon à 6 mois ou un horizon très long. Donc c'est quelque chose qui est... En général, ce que je veux dire, c'est que la réponse pratique des fonds de pension, des fonds souverains, c'est de dire qu'il y a une horizon spécifique. Nous pouvons, et il repose sur un benchmark qui représente un peu la vision de ce qui doit se passer dans le futur. D'autres investisseurs, et qui délivrent aussi sur le long terme, et je crois qu'il faut bien en être conscient, un certain nombre de hedge funds, par exemple, délivrent sur le long terme des performances qui sont élevées en adoptant un modèle de politique d'investissement courte, basée sur la volatilité essentiellement d'ailleurs du prix du temps, et qui sont renouvelés constamment. Et le talent est de savoir à chaque époque trouver l'opportunité. Enfin, la dernière remarque que je voulais faire, c'est que les stratégies longues sont justifiées parce qu'on suppose qu'il y a un retour à la moyenne et que les actifs ont des caractéristiques qui sont stables. Et ça amène à oublier que l'horizon long est un horizon encore plus incertain que l'horizon court. Les exemples sont nombreux. Ceux qui ont investi en actions japonaises il y a 20 ans, sont toujours au même point. Ceux qui ont investi en actions françaises en 1920 ont attendu 1982 pour retrouver à peu près leur prix d'achat. Donc, on ne peut pas dire que l'investissement long est nécessairement gagnant. Là, je suis en train de dépasser mon temps ou de m'en approcher. Vous avez encore une petite minute, allez. Allez. 2 minutes d'après mon iPhone. Y a-t-il un lien entre le prix du temps et la nature des actifs dans lequel investir? Je sais. Très souvent, on nous dit que les fonds longs peuvent investir dans des actifs illiquides et prendre des paris très longs. Mais en fait, il est bien clair que le bénéfice d'un fonds long, c'est de pouvoir absorber la volatilité. C'est-à-dire, après une crise, on peut rebondir. Mais pour rebondir après une crise, il faut être toujours en vie. Cela veut dire qu'il ne faut pas avoir investi dans Madoff, comme on l'a dit, ou dans un Ponzi scheme. Parce que lorsque la reprise vient, vous ne rebondissez pas. Donc cela implique des mesures, des contrôles très stricts au niveau du risque opérationnel notamment, des risques de contrepartie, la structure financière des investissements. Autre question, je crois qu'il faut se poser, c'est le prix du temps est-il le même pour tous les actifs? Et cette question, elle se pose essentiellement pour les actifs, les produits non liquides, et c'est certainement un moment où beaucoup d'experts recommandent aux fonds à long terme de chercher à monétiser la prime de liquidité. Mais cela aussi pose un certain nombre de questions auxquelles il faut répondre d'abord. D'abord, il faut être sûr que l'horizon du fonds est plus long que l'horizon des actifs. Si vous avez des investissements à 15 ans, mais que vous investissez dans des produits à 25 ans, vous avez un problème de mismatch. Deuxièmement, il faut être sûr que vous n'avez pas de passif court qui vient, et la plupart des fonds ont des passifs courts. Et enfin, il y a encore une fois les actifs illiquides ont des caractéristiques qui amènent à sous-estimer considérablement le risque de ces fonds, de ces investissements, parce que sur le long terme, il y a beaucoup plus d'autocorrélation que sur le court terme. Et donc, on me dit que c'est terminé. C'est terminé. Donc, je conclus pour vous dire que les fonds à long terme ne peuvent pas éviter de considérer d'être influencés par le prix du temps. Il est au cœur de la définition de la stratégie d'investissement. Mais les réactions des fonds, quels qu'ils soient, fonds de pension, fonds souverains, les fonds individuels, génèrent, comme on l'a dit, leur réaction au changement du prix du temps génère automatiquement des réactions susceptibles d'affecter le prix du temps au travers d'un phénomène de réflexivité ou de feedback. Donc c'est un phénomène en fait très compliqué auquel je n'ai pas apporté la réponse. La question du prix du temps pour un assureur vie
assureur vie, c'est un joli nom, et donc le temps finalement c'est quelque chose de simple pour un assureur. D'ailleurs le prix du temps, c'est ce à quoi je pense tous les matins en allant au bureau. Et donc je vais essayer de vous donner une vision simple, éloignée des sujets de la physique quantique dont on a parlé tout à l'heure, du prix du temps. Le prix du temps, en fait, pour un épargnant, avec un horizon long, c'est extrêmement simple, c'est deux choses. Il veut protéger son patrimoine, donc c'est le protéger de l'inflation, donc on doit lui servir l'inflation, et puis c'est accompagner la croissance économique, et donc on doit lui servir le taux de la croissance économique. Bon, aujourd'hui, le calcul, il est très simple, hein, c'est une addition, donc ça, moi, j'arrive à peu près à faire encore. Inflation 1%, croissance 0, donc le taux long normal, c'est 1%. Voilà, 1%. Et donc, contrairement à ce qu'on entend souvent, les taux longs sont beaucoup trop hauts. Ils sont beaucoup trop hauts. Et quand le taux long s'éloigne, et on le voit quand on regarde sur longue période par exemple aux États-Unis, quand il s'éloigne de ce qu'il devrait être, ça crée évidemment de la récession. Alors, on dit, mais les taux longs sont whatever, parce que, de toute façon, les taux bas sont à 0. Mais les taux bas, si on veut que les taux longs soient à 1%, peut-être devrait-il être négatif, puisque ça, on sait faire. Alors, qu'est-ce qui se passe quand les taux longs sont trop élevés, ce qui est le cas aujourd'hui? Parce qu'encore une fois, je le rappelle, en Europe, ils devraient être à 1%. D'ailleurs, en Allemagne, c'est pas un hasard, ils sont pas loin de 1%. Mais ils sont à 5% au Portugal. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'investissement, parce que quand les taux longs sont trop élevés, les gens font des investissements, mais pas des investissements dans les entreprises, parce que évidemment, c'est moins rentable. Il n'y a pas de croissance, on le voit en Europe, et pire que ça, il n'y a pas de désendettement. Il n'y a pas de désendettement, et on est tout à fait dans le modèle que Hersh Scheffrin évoquait tout à l'heure, on est dans le modèle de la pyramide de Ponzi, et on voit bien d'ailleurs que le taux d'endettement des pays européens s'accroît. Donc ce système ne peut pas fonctionner dans la durée, il ne peut pas fonctionner, et il faut sortir de l'illusion nominale des taux longs en France à 2,30%, 2,3%, c'est infiniment trop haut. Alors, qu'ont fait les pays du monde, les autres continents, confrontés à cette réalité-là? Ils ont fait notamment aux USA le quantitative easing. Toute la réflexion de Bernanke et son action, elle est précisément basée sur cette analyse très simple que les taux longs aux États-Unis étaient trop hauts et que la politique de gestion des taux courts ne permettait pas d'influer sur la partie longue de la courbe. Le quantitative easing vise à donner un signal que les banques centrales s'occupent aussi de la partie longue de la courbe. Ils s'occupent du prix du temps. Et cette politique a fonctionné. Les taux longs américains sont revenus à quelque chose de normal, comme en plus les perspectives de croissance revenaient plus positives, il est assez logique que du coup tout ça se réajuste à des niveaux plus élevés. Et qu'est-ce qui se passe? La croissance, peut-être, est en train de repartir aux États-Unis. Le modèle est répliqué, alors après 20 ans, à faire le contraire, donc on n'est pas sûr que ça fonctionne, mais il est répliqué au Japon de façon très forte, c'est les Abenomics. Bon, on va bien voir. Et ça, ce n'est pas le cas en Europe. Alors pourquoi ce n'est pas le cas en Europe, nous dit-on? Parce que si on fait ça, c'est du financement monétaire des États et on risque de ne pas inciter les États à être vertueux, à être rigoureux. Ce qui sans doute a été vrai quelques années. Mais il y a quelque chose qui a changé en Europe, c'est que les États sont devenus rigoureux. Tous, peut-être même la France. Les États se sont mis à faire des efforts budgétaires dans un sens ou dans l'autre, précisément pour remettre les finances en ordre. Mais si les horizontaux, si le prix du temps n'est pas ce qu'il devrait être, ces efforts seront vains. Ces efforts seront vains. Et ces efforts seront vains politiquement, économiquement. Parce que politiquement, on nous promet encore plusieurs années sans croissance en Europe. Mais comment expliquer ça dans des pays où le chômage des jeunes est de 20, 25 et parfois 50%? Ça ne tiendra juste pas. Donc, il y a urgence, la méthode, on la connaît. Il faut certes que les États soient vertueux, mais il faut absolument que les banques centrales les accompagnent en intervenant sur le prix du temps. Et un quantitative easing européen est absolument indispensable. Il est nécessaire pour resynchroniser les horloges et remettre l'économie dans une phase où la croissance reviendra.
Alors certes, on objectera que ce n'est pas tout à fait conforme au traité, donc je sais que les responsables politiques ont un petit peu de travail pour en arriver là, mais il y a urgence. Je dirais même qu'il y a le feu à la maison européenne et que quand il y a le feu, il faut sortir la lance à incendie, même si ça mouille les tapis, plutôt que de regarder la maison brûler. Voilà, et je rends mes 2 minutes à la collectivité. Merci. Le prix du temps pour les banques, c'est 7 minutes en fin de journée. Et c'est finalement pas, au vu de ce que les banques ont fait depuis des années, c'est peut-être presque trop, mais je suis forcément un peu dépassé. Donc le thème de cette année, le thème des rencontres d'Aix en Provence, qui est le choc des temps entre urgence et long terme, c'est à la fois évidemment pertinent pour qualifier ce que nous vivons aujourd'hui en ce moment, mais c'est finalement un thème assez intemporel. Alors c'est un thème actuel parce que finalement le monde hésite encore à se dire en situation post-crise, malgré tout ce que tu dis, Éric. On est sorti de l'urgence qui était celle de l'intervention des États à la suite de l'effondrement de Lehman, d'abord pour sauver le système financier, puis pour l'assainir et pour tenter de le stabiliser. Mais tant la situation économique générale des pays les plus avancés que les soubresauts connus depuis 4 ans au sein de la zone euro n'incite pas à affirmer définitivement que la crise est derrière nous. Donc la tension entre l'urgence et la préparation du long terme reste un sujet tout à fait entier. Les restructurations du secteur financier ne sont pas achevées. Les règles prudentielles adoptées sous l'impulsion du G20 ne sont pas encore mises en place partout et de façon homogène. La croissance des pays avancés, si on peut parler de croissance, est encore d'une grande timidité. Et tout ceci nécessite une action très volontariste des banques centrales et des pouvoirs publics pour soutenir l'activité. Alors, ce thème, il est également intemporel parce que finalement, l'arbitrage entre le court terme et le long terme est au cœur du comportement des agents économiques depuis toujours, qu'il s'agisse des États, des institutions publiques, des entreprises financières et évidemment des ménages. Alors, je citerai finalement le prix Nobel Gary Becker de l'école de Chicago, qui disait que qui affirme que la valeur du temps, c'est son coût d'opportunité. Puis par ailleurs, comme vous le disiez, M. Gallo, il y a l'instant, Benjamin Franklin a dit un jour à un jeune agent commercial, « Time is money », le temps c'est de l'argent. Et le prix de l'argent, c'est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt. Donc cette notion est évidemment centrale dans la relation qui lie une banque à un client. C'est le taux d'intérêt qui va déterminer l'arbitrage des agents, qu'on peut supposer d'ailleurs ayant un comportement rationnel, entre investissement, épargne et consommation. Et le taux d'intérêt il rémunère finalement d'une part le risque pris par le prêteur, celui de ne pas être remboursé, et celui de l'inflation qui risque de dévaloriser la somme remboursée. Donc par ailleurs, la titrisation est également un moyen pour les banques de se protéger contre ce risque en transférant à d'autres une partie des risques qu'elles ne souhaitent pas prendre. Alors pour revenir à Gary Becker, sans en faire une vedette et pas parce que finalement il risquerait d'avoir un risque d'homonymie, le temps, la valeur du temps, c'est son coût d'opportunité, et ce coût d'opportunité a un prix. Donc finalement, la question pour une banque, c'est de savoir si, pour un taux d'intérêt donné, elle doit accepter de prêter avec les risques que cela comporte, ou si elle doit allouer son argent à d'autres destinations objets que le prêt. Aujourd'hui, par exemple, en Europe, le ratio crédit sur dépôt, AD ratio en anglais, est toujours supérieur à 100%, il est de 105% en moyenne, il est de 180% en Espagne. C'est la question qui est au cœur des efforts de reprise des uns et des autres, dans la plupart des économies avancées et évidemment des autres pays. Les entreprises, et beaucoup d'entre elles, se plaignent encore, et se plaignent de plus en plus de ne pas avoir accès au crédit, car les banques, d'une part, fort de cette crise, et d'autre part, sous la contrainte de la régulation, répugnent à prendre de nouveaux risques sans avoir des garanties supérieures face à ces risques. Les banques doivent assainir leur bilan, toujours, et elles se voient donc contraintes, comme je le disais un instant, de s'adapter aux exigences, et notamment aux exigences de Bâle III. Les progrès de la régulation et de la supervision limitent ce qu'on pourrait pudiquement appeler l'innovation financière, et c'est l'innovation financière qui a fini par mettre à mal finalement l'ensemble du secteur. Donc le sujet,
c'est un sujet global. C'est un sujet qui consiste à dire, mais finalement, quel rôle voulons-nous donner? Quel rôle le corps social souhaite-t-il donner aux banques? On a évoqué Ponzi, et Super Ponzi d'ailleurs, et on pourrait résumer ces années depuis 2008 à un Super Ponzi sans être trop provoquant et sans simplifier trop les choses. Et on pourrait quand même rappeler, je le disais il y a un instant, que cette innovation financière, qui est un concept pudique, qui résume assez bien tous les errements qui ont été depuis assumés et qui ont été choquants pour certains d'entre eux, finalement, cette innovation financière, elle a arrangé la plupart des agents économiques. Elle a arrangé d'abord les États qui n'étaient pas capables de réduire leur déficit courant, même si depuis ils sont un peu plus vertueux. Et puis elle a arrangé finalement tous ceux qui participaient et qui voyaient un intérêt à ce que cette croissance soit maintenue artificiellement. Là encore, je voulais rappeler, sans provocation aucune, qu'il est temps, et on le fait de plus en plus de façon assez simple, il est temps de rappeler que le rôle des banques, il est tout simplement de participer au financement de l'économie réelle. C'est un débat qui se tient ici ou là, dans les différentes organisations bancaires, gestion d'actifs, assurances, et qui forcément agite l'ensemble des acteurs économiques. Et en fait, ce sont effectivement un retour à des concepts assez simples. On ne peut finalement pas dépenser durablement plus que ce qu'on gagne, et on ne peut pas dépenser plus que ce qu'on peut rembourser. Et le système, finalement, par appât du gain, mais aussi pour avoir voulu répondre aux sollicitations constantes et fortes des États, a un peu perdu, finalement, la simplicité de ce concept. Et il faut se rappeler la règle d'or de la liquidité énoncée par Henri Germain, qui était cofondateur du Crédit Lyonnais en 1863. La disponibilité des actifs doit correspondre à l'exigibilité de ses dettes. Et 150 ans plus tard, finalement, on sent bien le bon sens et la pertinence, la relevance de ces propos. Il reste 30 secondes, je suis hyper mal barré. Les banquiers existent depuis 3700 ans et on trouve trace de cette activité en Mésopotamie, à Babylone. Il y a Ah oui, non, mais là, on monte très loin. Hein. Je vais le faire en 30 secondes. On ne va pas faire 3 siècles en 30 secondes. Donc on va passer extrêmement sur 3 millénaires, pardon. Sur l'histoire. Bon. L'idée est simple. L'idée consiste à dire que les banques, finalement, doivent retrouver le temps est écoulé. J'étais enchanté de venir passer un moment avec vous ce soir. Et je serais absolument enchanté de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Je voulais simplement, en un mot de conclusion, je voulais vous dire que, en tant que banquier et en tant que représentant du groupe Edmond Rothschild, je suis très heureux de porter ce discours ce soir, car le groupe Edmond Rothschild est un groupe qui, très longtemps, s'est investi dans le métier basique de la banque, qui suppose malgré tout une prise de risque significative. Et aujourd'hui, ce métier nécessite une très bonne canalisation de l'épargne qu'il s'agit pour nous de collecter et qu'il s'agit de placer dans des véhicules de très long terme. Donc on est bien au carrefour de cette notion de temps, de transformation du temps. Et je veux à ce titre d'ailleurs attirer votre attention sur l'annonce qui a été faite concernant le fonds stratégique de participation que préside mon ami Eric, qui se lance dans cette aventure et qui finalement aide les entreprises, grandes à ce stade, à financer leur développement en se portant finalement comme acteur, actionnaire de long terme. Et je crois que ça a été salué par la presse tout à fait récemment. Merci. Well, thank you very much. Thank you for having me here. I think time is everywhere in economic analysis. I think that particularly it's important and crucial, precious for the developing country. So I talk from the perspective of the developing country. Why? Because you're already backward compared to the advanced countries. So you have to catch up. You have to be speed up of your growth. You have to grow faster than your advanced counterpart. Actually, when I teach the economic development, I define the economic development as the growth faster than your counterpart, so you can narrow the gap. Otherwise, you will never narrow the gap. You're always backward. So that's for the country. On the company level, when you talk to those Chinese companies, they always complain that so many multinationals have
strong, capital, muscles, and technology, innovation capabilities, and we are backward. So we have to catch up. For individual, everybody know now, how advanced country people live and how rich. So they want to, get rich in the lifetime. So it's everybody have kind of the sense of emergency, and everybody want to grow fast. So that's why developing country very easy to get into the situation of overheating. Not only China. Think about the Latin American countries in the 50s and the 60s. Everybody want to jump. Like China, we have a so-called great leap forward. Everybody want to jump. Everybody want to catch up today. In the 50s, catch up in the heavy industry. Today, catch up in the IT industry. So that kind of mentalities, in many cases, dominant. So that's why make the developing countries sometimes do stupid things. The overheating, very easy to get over-indebted, over-invested. And that's a kind of situation we experienced in past 30 years as well. Nowadays, a lot of people talk about, China stopped the, double-digit growth, now turned down to a lower growth. But actually think about, this is not the correct statement. In past 30 years, only few years, China got the double-digit growth. And whenever China have a growth rate higher than 9%, we got inflation. Whenever we have a double-digit over 10%, we got both inflation and assets bubble. And whenever we have a growth rate lower than 7%, we got deflation. During the 97 to 2004, that 7 years, there was a period, several period of time, China got the deflation. So from that point of view, actually 7 to 8% is something like, we call the potential growth, normal growth, without inflation, without deflation. So that's the target growth we need to have. Still high growth. Still highest, maybe lower than some African small countries. But, with India now is 5%, so China still has the highest. It's still high growth without too much bubbles. So that's the new target. And the new government now are tolerant to this. But still, we're dealing with the aftermath of the previous overheatings. Previous overheating, not only the 2005 to 2007 when the global overheating, also because actually in 2008 we got some adjustment. But at the end of 2008, the global financial crisis come up, and the Chinese government adopted a very, very huge stimulus package, try to maintain the growth. Then they create another round of overheating. So in 2009, 2010, China got the double-digit growth again. Then they created the problem. Now we're still working on it. So it's a very serious lesson, not only from China, but also from other countries. China now learning lessons from everywhere, from US, from Europe, the very good lesson. China is now building up the social security system, so it's a very in time lessons come, and how to deal with the public debt issue. And China is building up the financial system and learning how to do the derivatives. China actually doesn't have derivatives, actually. The shadow banking is the only thing. China turns some credit into the investment, and the investors, individuals, can take some responsibilities for that. So it's actually the one step forward toward a diversification of the financial market. So we are learning this, so we can learn from the other countries how the financial crisis come up. But definitely, we do have this kind of over-investment problem. And people, because people are, want to get
developed fast, so they value the current time more and not value the future very much. Plus, we have immatured the financial system. Even we don't have a matured, the interest rate system, which is the money, the prices for money. The current interest rate system is that the lending rate can be upward flexible. It can be up to 12%, 13%, but deposit rate is still under control. Say if the policy rate is 1%, you can take a deposit for, you can give the depositors 1.1% of the interest rate. So this gap and create also a distortion in the financial market. So that's why we have this over liquidity problem in the past years. So then we're facing the risk of this financial system. But here, maybe I talk a little about the good news in this regard. Number one, the new leadership is now set the growth target lower. They're satisfied with normal growth, no longer the higher growth. Secondly, we already have 2 to 3 years adjustment of the market. Number one, overcapacity problem is still there for some industries, like steel industries. But for some other industries, it's already turned the corner. For example, another so-called pillar industry, the automobile industry, this year, after 2 years adjustment, this year start to have about 10% growth. And then the housing market. People here still talk about China, the bubble will bust. Actually, the housing bubble already bust, already soft landed in past 3 years. Government start to adopt the policies 3 years ago. Now it's already landed. The market start to pick up. Local government, that's a big issue. Local government borrow quite a lot. But that's also the story of 2 years, 3 years ago, in 2009, basically. Before, government not allowed local government borrow too much. And afterward, after 2010, it basically stopped. So this problem is there, and when you have the aftermath problem, and you still need to deal with that. The recent government take the more step, try to crack this. For example, they start to allow interbank interest rate to work. The first time, never happened. So this shows that they move forward toward the reforms of interest rate system. So I would say from that point of view, the things are under management, and the people realize this is a problem, and they take the steps to deal with it. So here, there's another time dimension we need to mention. In the Western media, the report of Chinese economic problem normally get 2 or 3 years late. So my suggestion is that when you use a normal model to predict a crisis, you better to use the real-time data. Thank you very much. Bonjour. Donc la question que je vous pose, c'est le SMIC horaire correspond-il à 1 heure de travail? Et ne faudrait-il pas revoir à la hausse ou bien à la baisse ce SMIC horaire selon les emplois et les tâches effectuées? Je crois que c'est Louis Gallois qui s'est porté volontaire pour répondre à cette question. J'ai été désigné par Philippe Camus dans des conditions qui ne sont absolument pas démocratiques. Vous savez, je n'ai pas beaucoup réfléchi à votre question, mais la valeur travail, c'est extrêmement difficile à calculer. Marx s'y est essayé pendant une grande partie de sa vie, et dans un livre dont je vous recommande la lecture, qui est Le Capital. Pas très facile. Je pense que le SMIC en France est totalement déconnecté de toute mesure économique.
Il est fixé, d'abord, il n'évolue que de manière incrémentale, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de remise en cause de ce SMIC, parce qu'il constitue la base d'un édifice extrêmement complexe. Donc, on ne peut pas dire qu'il résulte d'une analyse économique. Alors, quelle est sa conséquence ? La conséquence que les économistes libéraux lui assignent, c'est de rendre le coût du travail trop cher et donc de sortir du marché du travail une grande partie des gens qui ne peuvent pas être payés à ce prix-là parce que leur productivité ne correspond pas à ce prix. Il y a un autre versant de la réalité qui est que vivre avec 8,5 ou 9 euros de l'heure, c'est effectivement pas facile. Et que donc il est extrêmement... socialement, c'est un amortisseur de grande ampleur qui permet d'éviter des salaires qui soient absolument... qui fassent que les travailleurs soient des travailleurs pauvres. Alors, l'Allemagne a fait un autre choix. C'est pas de salaire minimum et donc un marché du travail qui est beaucoup plus ouvert. Et on a en Allemagne 2 millions de salariés qui sont à moins de 4 euros de l'heure et 8 millions de salariés qui sont en dessous du SMIC français. La conséquence, c'est que le taux de pauvreté en Allemagne est plus élevé qu'en France actuellement, ce qui est quelque chose qui ne va pas dans le sens commun. Ils sont à 16,5, on est à 14,1. Alors, c'était son chiffre de 2011. Peut-être que l'écart s'est resserré depuis. Mais il est clair qu'ils ont joué une autre carte. Cette carte paraît politiquement poser des problèmes en Allemagne, à tel point que Mme Merkel, coupant l'herbe sous le pied du SPD, a décidé de mettre sur la table la question de la création d'un salaire minimum en Allemagne, négocié par branche. Ce qui n'est pas obligatoirement une mauvaise solution du point de vue économique. Du point de vue social, on peut se demander si le fait d'être dans une branche justifie qu'on soit avec des salaires nettement dégradés par rapport à une autre branche. C'est une autre question. Mais du point de vue économique, ce n'est pas absurde que ça puisse se faire par branche. Voilà ce que je peux vous faire dire sur le salaire minimum, dont je ne suis pas un spécialiste. Écoutez... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur au premier rang. Si vous voulez bien voir un micro au premier rang de la... Voilà. Alors, peut-être pour Louis Gallois et pour une réponse économico-politique et pour une réponse franco-aboudabesque, le sujet du prix du temps, mon papa disait... Le temps, c'est plus que de l'argent, puisque l'argent, c'est fongible, et le temps ne l'est pas. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que la question inspire un désert? Là, vous avez un peu refroidi tout le monde avec votre question. Oui, non mais... Je veux bien répondre à la question. Non, je crois que le problème que vous soulevez est quand même très très important. On régule tout un tas de choses, on arrive à réguler tout un tas d'éléments. On régule l'espace, on régule l'argent, mais le temps, on n'arrive pas à le réguler. Et là, c'est une des difficultés qu'il y a à saisir cette notion de temps, à effectivement à en avoir un prix, à le mesurer, à l'échanger. On ne peut pas introduire une norme de temps, et je reviendrai simplement au début de mon exposé, tout simplement parce que le temps est une notion intuitive et subjective. Et à partir de là, elle est compliquée à saisir. Donc, donc ça conduit à l'incapacité de réguler le temps, à mon avis, pour répondre à votre question. Oui, je ne suis pas très sûr que du lien direct entre les fonds souverains et la fongibilité du temps, mais je crois que ce que je voudrais dire, c'est que le prix du temps a un impact direct, mais beaucoup plus très différent de ce qu'on pense généralement sur les politiques d'investissement.
que si on considère que le prix du temps, c'est en gros un taux d'actualisation, quand vous avez une baisse du prix du temps comme nous avons en ce moment, votre courbe de marché, la courbe des marchés, le choix des marchés, la courbe des marchés efficients a tendance à devenir extrêmement pentue. Nous avons vécu, et ça a été exceptionnel, et c'est sans doute peut-être ce qui a mené à ce moment de Minsky, une période pendant 15 ans dans laquelle la courbe des portefeuilles efficients était plate. Le temps était très très bien rémunéré par rapport aux actifs à risque. Et maintenant, nous sommes entrés dans une période où le temps n'est pas rémunéré, ou très peu, ou même, comme l'a dit Lombard, à un prix normal, mais 1%, ça ne permet pas de diversifier un portefeuille et ça ne permet pas d'obtenir une rentabilité supérieure à l'inflation pour les gens pour lesquels vous investissez. Donc ça vous amène automatiquement soit à prendre plus de risques, soit, si vous voulez garder le même niveau de risque, apprendre à accepter des niveaux de rentabilité qui sont beaucoup plus faibles. Parce que, encore une fois, si votre objectif est de stabiliser un portefeuille en utilisant des actifs ou des taux longs, des obligations longues, quand les taux sont bas, vous n'avez pas à stabiliser votre portefeuille. Durant la crise de 2008, un portefeuille obligataire US a monté en 18 mois de 35%. S'il y a une nouvelle crise maintenant, les taux passeront de 2,5 à 2 ou à 1,5 et vous ne ferez pas de gain en capital. Donc, pour quelqu'un qui a une contrainte de risque, il faut bien voir que la situation actuelle, contrairement à ce qu'on peut penser, ne conduit pas à prendre plus de risques, mais au contraire à accumuler la partie du portefeuille qui est investie dans les actifs à très peu de risques. Et c'est la même chose pour un individuel. Si votre objectif est de constituer un certain niveau d'actifs pour votre retraite, pour le fonds, etc., vous devez, quand les taux sont bas, vous devez épargner plus. Je sais que la théorie économique dit quand c'est l'arbitrage entre consommation et épargne, des taux sont bas, vous devez consommer plus. Mais si vous avez un objectif qui est de constituer un patrimoine, c'est le contraire qui se produit. Il faut de façon évidente épargner plus et consommer moins, que vous soyez un particulier ou une entreprise. Et donc il y a un lien, j'allais dire, entre le prix du temps et l'investissement qui est complexe et qui revient aux objectifs des différents individus, aux firmes, aux fonds. Très bien, merci. Monsieur Fan, je crois que Monsieur Fan voudrait dire un mot. Yeah, I want to add one thing when we talk about the spending money on the investment project. One thing difference between the developing country and developed country is that in developing country, we need to invest quite a lot in the so-called long-term durables. The housing, that's the private long-term durables, public infrastructures, railway, subway, highway, urban facilities. This is a long-term durables, public durables. It's for 100 years, 200 years use. It's just the investment, 150 years ago in Paris, in London, in the tube, in the underground. So that you need to think about. This return will be long-term return. So you need to borrow from the future. So that will be different structure of the economy at the moment, and a different saving and different investment scheme. So that also there's a very important time dimension in this kind of the issues. We need to understand. Thank you. Merci beaucoup. Allez, il nous reste 5 à 7 minutes pour les dernières questions, monsieur. Au deuxième rang, voilà, le micro arrive. Oui, bonjour, Jean-Christophe Tortora, président du journal La Tribune. Ce matin, des jeunes ici présents me faisaient part de leur appréhension pour entrer sur le marché du travail, puisque finalement le prix du temps est de plus en plus long pour eux pour trouver un emploi, surtout en Europe.
D'après vous, quelles seront les répercussions, notamment en Europe et en Europe du Sud, sur justement la croissance de l'emploi, du chômage pour les jeunes, puisque pour eux aussi, le temps est long et time is money. Allez, Louis Gallois. Je pense que la question du chômage des jeunes en Europe est posée. Madame Merkel a organisé une conférence sur ce sujet. Je pense que c'est à la fois un drame social, lorsque la moitié des jeunes en Espagne sont au chômage et 25% des jeunes Français également. Et c'est un drame économique parce que nous perdons de la capacité, de la croissance et nous sommes en train de créer une génération de jeunes qui va avoir vis-à-vis du travail, vis-à-vis de l'emploi, une vision très différente de celle que nous avons eue. Donc je suis totalement convaincu du fait que la jeunesse doit être une priorité absolument massive en France et en Europe. Et ceci concerne aussi bien l'emploi que la formation, l'éducation. Si nous ne sommes pas capables d'investir dans ce qui permettra à la jeunesse de trouver sa place dans la société, je crois que nous ne faisons pas notre métier. Je vois une main qui se lève en milieu de salle. Voilà. Je me présente, Gilles-Olivier Guillot, j'appartiens à un groupe privé d'ingénierie financière. Actuellement, nous développons beaucoup le capital investissement. Le capital investissement voulant dire qu'en termes de temps, on est à court terme, moyen et long terme. Au vu de ce que j'ai pu entendre dans la terminologie du temps, quand j'entends M. Fan qui parle de choses effectivement qui vont s'inscrire dans le temps pour les aménagements d'une ville, du métro, etc., ça me paraît des investissements effectivement à long terme. Autant quand j'entends parler certaines personnes sur des placements à long terme, alors que nous avons plein de niches aujourd'hui qui existent et qui pourraient tout simplement par le biais de certaines décisions faire des levées de fonds sous forme de capital investissement avec d'excellents ratios et qui pourraient jouer également au niveau de nos retraites ou de participer à nos retraites également. À savoir qu'au lieu de se défendre sur l'évolution du fonds euro à l'augmentation ou non ou à la baisse, aujourd'hui j'ai l'impression que beaucoup d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs en particulier, ont une tendance à être enrayés par rapport à, si vous me permettez le mot, certains lobbying. Donc, ma question, quelle est pour vous la notion du capital investissement et qu'est-ce que l'on peut réserver, dans quelle activité le capital investissement pourrait servir aujourd'hui, sachant qu'en ce qui nous concerne aujourd'hui, nous développons dans un secteur de santé, dans un secteur industriel également du recyclage, mais je me tairai bien évidemment sur les fonctionnalités. Allez, lequel d'entre vous souhaite intervenir? Christophe? Oui, enfin, je vais prendre le micro. Ouais. Je vais reprendre, puisqu'effectivement, vous évoquez certains d'entre nous qui évoquaient les investissements long terme, je me suis senti visé. Je pense que je ne pense pas qu'on puisse faire le procès de quiconque sur les dispositifs incitatifs en matière d'allongement de l'épargne. Je pense que la prise de conscience est faite et les différents rapports et travaux qui ont été menés, là je parle sous contrôle de mes amis, montrent qu'il y a une réelle prise de conscience et puis il y a une réelle envie de faire et il y a une réelle envie d'allonger donc la durée des investissements. Mais il se trouve que l'argent, il faut aller le trouver là où il est et puis il est, à la fin du compte, il est chez les ménages et que les ménages ils sont confrontés à deux choses majeures. La première, c'est la nécessité d'avoir une certaine visibilité sur la liquidité de leurs investissements.
Et donc tout ce qu'on voit ici et là montre qu'il existe effectivement des investissements liquides et d'autres moins. Et je crois que le sujet que vous évoquez se heurte à ce sujet de liquidité. Et la deuxième chose que nous avons à affronter, c'est finalement les crises successives qui ont significativement fait évoluer le comportement des investisseurs, j'entends toujours particuliers, ces dernières années. Car les marchés, la finance, le monde passent de crise en crise, et que ces crises ont un impact significatif et durable sur le comportement, qui est un comportement adverse au risque des ménages, qu'il s'agirait d'inciter à allonger leur durée d'investissement. Et je crois que le problème que vous évoquez, qui est beaucoup plus spécifique aux généralités que je viens d'énoncer, rentre un peu dans ce que je viens de dire. C'est-à-dire que ce n'est pas le sujet du capital investissement, ou ce n'est pas le sujet des secteurs touchés par tel ou tel type de véhicule, c'est davantage l'appétit de ceux qui devraient collecter, de ceux qui devraient investir dans tel secteur avec tel véhicule. Je peux ajouter un mot? Allez, oui. Sur un point spécifique du capital investissement, qui est le financement de l'innovation et le financement des startups, parce que c'est un des secteurs évidemment importants pour construire notre avenir. Moi, j'observe ce qui se passe par exemple aux États-Unis, où je réside une bonne partie du temps, et où je fais moi-même du capital investissement dans des startups à titre personnel. Ce qui marche bien aux États-Unis, c'est le fait que les petites entreprises, les créateurs d'entreprises, ont autour d'eux un environnement qui est extrêmement favorable. Il y a une totale transparence entre l'université, les centres de recherche, les marchés, les investisseurs. Les incubateurs fonctionnent très très bien, fournissent des services fiscaux, juridiques, managériaux, d'investissement évidemment. Et c'est un point sur lequel on n'est pas encore optimum en France, ça c'est clair. Je peux comparer avec ce qui se passe en France. Prendre un exemple. Essayer de lancer une entreprise en utilisant des recherches qui ont été cofinancées entre des centres de recherche privés et puis des instituts universitaires, c'est très compliqué. Pour une raison de fond, c'est que le droit de la propriété intellectuelle n'est pas très clair. En tout cas, il est tellement détaillé qu'il est très complexe à mettre en œuvre. Travailler par exemple sur la propriété intellectuelle qui a été développée dans le cadre des labos du CNRS, c'est très compliqué en France. Et là, il y a un effort Louis parlait tout à l'heure de la simplification. Là, il y a une simplification à faire. Il faut rendre beaucoup plus fluide les échanges de propriété intellectuelle entre les centres de recherche, les universités et les entreprises, notamment celles qui démarrent. Merci. Alors, un mot très bref de Louis Gallois, un mot de conclusion, parce que le temps nous est vraiment compté là maintenant, un mot de conclusion de Catherine Lubochinski, et nous nous quitterons. Ce que vient de dire Philippe Camus, nous mettons en place et nous finançons avec les investissements d'avenir des sociétés d'accélération de transfert de technologie qui ont justement pour but de permettre de faire le pont entre la recherche universitaire et les incubateurs. Et le problème de la propriété intellectuelle est absolument décisif. Un mot sur le capital investissement, qui est pour moi un sujet de préoccupation majeure. Les levées de fonds de capital investissement en France étaient 12 milliards d'euros en 2008. Elles sont actuellement de 5 milliards d'euros, largement à cause des règles prudentielles qui ont été mises en place, qui font que, comme pour ce capital investissement, les ratios de fonds propres sont très élevés, les banques et les compagnies d'assurance ont été dissuadées d'intervenir. Et il faut que nous soyons capables de recréer un marché du capital investissement. Ça suppose un effort de fiscalité. Ça suppose aussi que l'on ait des leviers pour cela. Les investissements d'avenir et la BPI vont essayer de faire jouer cet effet de levier, mais il est clair que nous avons besoin de remettre les banques et les compagnies d'assurance dans la boucle. Merci. Alors, juste un mot, 30 secondes, parce que je ne vais pas être victime de l'illusion temporelle dont nous a parlé Séverine, c'est-à-dire je sais que nous n'avons plus le temps. Donc, je retiendrai deux points essentiels. D'abord, il faut accepter ce qu'on pourrait appeler la courbe en J des investissements d'avenir, c'est-à-dire que certains de ces investissements
pendant certaines années un coût et que la rentabilité n'intervient que plus tard. Un peu similaire aussi pour les investissements structurels dans les économies émergentes. Le deuxième point, c'est que si on veut réconcilier toutes les asymétries des préférences, en particulier, on a entendu à cette table ronde que les taux d'intérêt étaient trop hauts, d'autres ont dit non, les taux d'intérêt sont trop bas pour fournir la rémunération nécessaire. Donc on voit bien que là, il n'y a pas une interprétation unique. Je crois qu'il faudrait déconnecter les taux d'intérêt longs des taux d'actualisation choisis pour évaluer les projets qu'on veut mettre en place, parce que ces taux d'intérêt ne reflètent pas toujours le prix du temps.